Bonjour, aujourd'hui je veux vous faire découvrir un auteur dont l'œuvre est très connue et mérite qu'on s'y arrête. Je vais essayer par la même occasion de vous initier à l'analyse d'images à l'appui de vignettes de bande dessinée. Nous allons donc nous attacher à commenter deux images fortes extraites de BD différentes de Jacques Tardy. Commençons par présenter brièvement l'auteur. Qui est Jacques Tardy? Né en 1946 à Valence, Jacques Tardy fait ses études à l'École des Beaux-Arts de Lyon, puis à l'École des Arts décoratifs de Paris. Très vite passionné par la bande dessinée, il commence en 1976 une série devenue très célèbre, qu'il poursuit jusqu'en 2022, Les Aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec. En 1982, il commence une autre grande série, celle des adaptations de Nestor Burma de Léo Mallet. À travers ces séries, l'auteur témoigne sa fascination pour la capitale, qu'il tente de restituer avec un talent inouï. Mais c'est aussi un grand illustrateur. Il collabore avec Daniel Pénac, illustre 3 des principaux romans de Louis-Ferdinand Céline. Il reçoit de nombreux prix sa vie durant, notamment plusieurs fois au Festival d'Angoulême, et il est nommé chevalier de la Légion d'honneur en 2013. Distinction qu'il refuse. Car Jacques Tardy est un homme très engagé. En 2015, il fait partie des signataires de l'appel des 58, il soutient la Palestine dans le conflit avec Israël, et participe régulièrement à des événements de soutien à la librairie anarchiste Le Jargon Libre. Tardy est décrit en 2018 comme un artiste profondément engagé au service de la mémoire et de l'histoire contemporaine. Selon Patrick Gobert, il fait partie des artistes les plus importants et les plus originaux de la bande dessinée internationale. Le thème de la guerre est très présent dans l'œuvre de Tardy. Et pour cause. Il a passé son enfance dans l'Allemagne d'après-guerre avec son père, militaire de carrière. Sa grand-mère lui racontait des horreurs vécues par son grand-père durant la Première Guerre mondiale, si bien qu'il en fit des cauchemars durant toute son enfance. Et il a hérité aussi de son père, René Tardy, ses cahiers de prisonnier, durant la Seconde Guerre mondiale. Cela explique son obsession effarée pour ces guerres et l'immensité de son œuvre inscrite dans ce thème. Jacques Tardy est aussi marié avec la chanteuse et traductrice Dominique Grange, qui est tout aussi engagée que lui, et avec laquelle il collabore dans l'ouvrage Le Dernier Assaut, par exemple. Commençons par cette vignette extraite de l'album Putain de guerre. Au premier plan, la mare de sang dont les contours évoquent clairement la France, ensanglantée, met en relief ce à quoi se limite finalement une guerre. La mort inutile, le meurtre en masse de millions d'hommes pour leur pays. De cette flaque tragique part une ligne blanche, depuis la capitale, remontant en serpentant jusqu'au ventre d'un homme. Nous comprenons qu'il s'agit de ses intestins, tombant comme un point d'interrogation dans son propre sang. On peut y lire sans doute cette question. Pourquoi? Rappelons que cette guerre a paru particulièrement absurde aux soldats du front qui ne comprenaient pas les enjeux de cette boucherie dans les tranchées. Ainsi, ce soldat est éventré, agonisant, agenouillé, et ne tenant plus à genoux que par ses bras en croix, incrustés dans les barbelés. Tel le Christ, tel un martyr, il meurt seul, abandonné. Sa tête baissée ne laisse pas voir son visage, ce qui permet de rappeler le sort de ces innombrables anonymes disparus sous les bombes. Son casque, au sol, met en relief sa vulnérabilité, ses forces qui l'ont abandonné. Sa peau blanche, livide, est un autre indice de ce glissement vers la mort qui le happe tragiquement. Par ailleurs, son uniforme bleu est bien celui de la France. Petite parenthèse, c'est de là que vient le terme argotique un bleu, désignant un débutant aujourd'hui en général, et qui, depuis le XIXe siècle, caractérisait les jeunes recrues dans l'armée française. On notera aussi l'ordre des couleurs, bleu, blanc, rouge, qui fait écho avec le patriotisme de ce soldat qui n'avait aucune autre raison de se sacrifier ainsi. Nous remontons ensuite du sol boueux et impraticable, suggéré au premier plan, vers cette rangée de poteaux, verticaux, resserrés comme une barrière infranchissable. De l'autre côté, devons-nous voir la lumière blanche du tunnel, qui conduit à la paix, au paradis, inaccessible pour ce soldat définitivement accroché à l'enfer? De chaque côté, nous devinons des arbres. La nature, symbole de vie et d'une liberté, dont le soldat sera privé. Cette légèreté suggérée à l'arrière-plan
peut laisser penser que l'on célébrera l'armistice sans lui, les feuilles agitées par le vent faisant penser à des confettis. On peut faire l'hypothèse du champ de bataille aussi et au feu des bombes, mais c'est moins probable. Dans tous les cas, le jeune homme ne peut plus ou ne pourra pas participer à ce qui se passe de cet autre côté. Enfin, le refrain rimé en commentaire et la bulle qui porte les derniers mots du soldat résonne ironiquement. Sa mort apparaît comme un sacrifice parfaitement inutile. France, sois fière de ton piou-piou, car il t'aime d'amour fou. Pour lui, c'est un délice de t'offrir sa vie en sacrifice. Et le soldat, ne pouvant plus prononcer que vivement l'armistice. Petite remarque, le piou-piou désigne un jeune fantassin au XIXe siècle. Dans ce contexte, et ce poème où domine l'antiphrase, nous songeons aussi au poussin, à ce soldat enfant sacrifié sur l'autel de la bêtise humaine. Découvrons une deuxième vignette, extraite de C'était la guerre des tranchées. Autre graphisme, mais même couleur. En dégradé, du noir au blanc, en passant par le bleu de l'uniforme, et la couleur rouge, criante, dans ce violent contraste. Le rat est le premier élément qui happe notre regard. En hauteur, en position dominante, il apparaît dans des proportions terrifiantes. Animal répugnant, sale, dangereux dans l'inconscient collectif, il était très présent dans les tranchées, petit rappel historique. Ici, gigantesque, avec ses yeux rouge sang, il semble prêt à bondir sur le cadavre en décomposition qu'il surplombe, ainsi que sur le seul survivant qui recule, effaré et terrifié vers le fond de la tranchée. Renversement de situation, c'est le rat, l'animal, qui gouverne les hommes à présent. La sauvagerie de la guerre a anéanti l'humanité. Ensuite, le cadavre est représenté de manière stylisée, peu réaliste. Vision d'horreur rappelant les corps broyés, déchiquetés dans les tranchées. Crâne ouvert, visage décomposé, mais il reste encore deux éléments organiques. La cervelle pendante et les yeux exorbités, symbole de la déshumanisation et de l'effarement des troupes au front. Au premier plan, la montagne de barbelés ferme l'espace, empêchant le spectateur de secourir le soldat piégé dans cet enfer. Surplombant le survivant, la faucheuse, vêtue d'un uniforme réduit en haillons, criblé de balles, vient aussi fermer tragiquement le triangle qu'elle forme avec les barbelés et le rat. Comme lisant avec une voix que l'on imagine rauque et sur un ton sarcastique, elle fait une lecture que l'on comprend comme une parodie des derniers sacrements aux survivants qui rêveraient de s'échapper de cet enfer. Enfin, le ciel, ensanglanté, est hachuré, strié comme grillagé par des lignes d'éclairs dans un sens et une pluie battante inclinée par un vent fort dans l'autre sens. L'atmosphère apparaît comme celle d'une véritable apocalypse. Le triangle inversé, formé par le ciel rouge, est prolongé par le sang, coulant depuis le crâne du cadavre en décomposition. Enfin, le seul humain, vivant encore, est terré dans le coin, en bas à droite. Ce soldat montre un visage assez banal, ce qui permet d'universaliser le message. Son mouvement de recul et son avant-bras replié, comme pour se protéger de l'agression, semblent bien dérisoires dans ce contexte apocalyptique. Seul, lui aussi, il est condamné à une mort prochaine, douloureuse et tragique. Nous en avons donc terminé avec l'analyse, certes très brève, de ces deux vignettes. Vous retiendrez que l'image peut avoir une fonction informative, c'est-à-dire qu'ici, elle tient lieu de témoignage sur la réalité de la guerre des tranchées, mais aussi une fonction argumentative, puisqu'ici, Tardy il dénonce l'horreur, les atrocités de la guerre, la folie, la souffrance de l'homme, impuissant et vulnérable. Il disait lui-même, il n'y a pas de héros, pas de personnage principal dans cette lamentable aventure collective qu'est la guerre. Rien qu'un gigantesque et anonyme cri d'agonie. Écrire donc peut être un acte d'engagement, mais permet aussi de répondre au devoir de mémoire, vous l'aurez compris.
Je vous retrouverai bientôt pour d'autres analyses d'images. Au revoir.